The City of Montreal held its last consultation of its Traversée des rues, mesures d'accessibilité universelle et mobilité active series. For this last consultation, the Commission presented and adopted the recommendations made during the last few months. To hear how Montreal engaged itself to make the city more accessible and inclusive, stay tuned for the whole council meeting. Bonjour tout le monde, bon après-midi, merci d'être avec nous cet après-midi, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission sur le transport et les travaux publics et d'être avec nous dans la salle cet après-midi ou encore à distance grâce à la web diffusion. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais rappeler que nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour J, donc la présentation et l'adoption des recommandations qui sont le fruit d'une consultation publique intitulée « La traversée des rues, mesures d'accessibilité universelle et mobilité active ». Donc c'est le point culminant de travaux qui ont duré plusieurs mois. Plusieurs d'entre vous étaient d'ailleurs étiez avec nous le 18 janvier dernier lorsqu'on a présenté le document de consultation. Donc, je suis très heureuse de vous revoir ou encore, vous avez participé même à certaines assemblées d'audition d'opinion. Donc, la commission avait choisi de se pencher sur ce qui pourrait être fait pour assurer un meilleur déploiement de mesures d'accessibilité universelle, favorisant la traversée de la rue et une plus grande inclusion des personnes handicapées et des personnes aînées dans les projets et initiatives favorisant la mobilité active. Alors, je me présente, je suis Laurence Parent, je suis conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, et j'ai la chance d'être la présidente de cette commission. Donc, comme le veut notre coutume, je me décris brièvement. Donc, je suis une femme blanche de petite taille qui se déplace dans un fauteuil roulant vert fluo. J'ai les cheveux bruns, les yeux bleus. Je porte une blouse noire cet après-midi. Et maintenant, j'aimerais inviter les membres de la commission à se présenter et à se décrire également à tour de rôle, en commençant par notre cher vice-président, M. Michel Bissonnette. Bonjour à vous tous, ça me fait plaisir. Oh, t'as mis tout le temps. J'ai mis tout le temps le micro. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai bien profité des travaux de cette commission pour me sensibiliser davantage, je l'étais déjà beaucoup, à toute cette problématique que nous avons et les devoirs que nous faisons. C'est très bon pour toute notre population. Alors, une belle salutation à vous tous. Alors, je suis en politique depuis 45 ans et j'ai travaillé pour le bureau du greffier de la ville pendant 17 ans et puis je voulais apprendre la politique. Alors, j'ai offert mes services aux partis politiques fédéraux à cette époque-là, en 1965. Alors, j'ai laissé mon nom au Parti libéral fédéral, Parti conservateur. Il n'y avait pas d'élection. Il n'y avait pas le temps de s'occuper. Quand il n'y a pas d'élection, ils sont moins occupés. Alors, je me suis retrouvé avec le NPD. Alors, au NPD, on m'a dit, il faut rentrer des membres. Alors, j'en ai rentré pendant un mois et demi. J'ai rentré peut-être 160 membres de cette formation politique. Alors, le chef de ce parti-là, M. Robert T., je m'ai appelé. Vous m'avez dit, j'aimerais ça vous rencontrer. Je l'ai rencontré, puis j'ai donné un coup de main à M. T., qui s'est présenté après ça comme candidat dans le comté du Vernet. Et puis après ça, j'ai eu une défaite. Puis après ça, je me suis représenté à Laval comme conseiller municipal. J'ai eu une autre défaite. Alors j'ai dit, je vais aller faire mon cégep le soir. J'étais pensionnaire pendant 12 ans dans une famille monoparentale. J'ai dit, je vais aller faire mon cégep le soir, 4 soirs par semaine. Après, j'ai fait mon droit en travaillant avec des offres flexibles à la ville de Montréal. Alors, après ça, je me suis lancé à Saint-Léonard. Je ne connaissais pas personne, mais à un moment donné, je suis fait pour faire de la politique. Puis j'ai fait pendant 45 ans. J'ai été à l'Assemblée nationale durant 27 ans. Puis je suis bien fier d'être maire de Saint-Léonard. Puis je suis bien fier d'être dans cette commission. Puis je suis bien fier de travailler avec vous, et tous les membres de cette commission. Alors, je suis un homme de race blanche.
tout le temps de bonne humeur. Puis je suis au service de la population, puis j'aime le monde. Puis j'ai fait un petit ACV au mois de mai. Là, je vais rencontrer mon neurologue là, qui était responsable à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis on va établir comment je suis, mais je me sens bien. Alors, je suis toujours habillé en bleu. Et puis, je suis toujours de bonne humeur. Puis, je suis un gars de terrain. Alors, bonjour à vous tous, puis bonne santé surtout. C'est ça qui est le plus important pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Comme vous pouvez voir, nous faisons un excellent trio, se complète bien. Donc maintenant, je cède en fait la parole à mes collègues, donc à la droite de M. Bissonnette, si vous pouvez y aller, puis ensuite on va retourner vers ma gauche. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Enrique Machado. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Un jeune homme, je dis toujours, dans la quarantaine, blanc, habillé aujourd'hui en bleu. Merci beaucoup d'être aujourd'hui parmi nous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Arige El-Corbi. Je suis conseillère d'arrondissement à Saint-Léonard-Est, Montréal-Est. Donc, j'ai 32 ans. Je suis une fille j'ai la peau blanche. J'ai un petit bandeau blanc sur les cheveux. Et je suis complètement habillée en noir. Donc, merci d'être là avec nous. Bonjour, Peter McQueen, je suis le conseiller de ville de Notre-Dame-des-Grâces dans l'arrondissement Côte-Nez-Gentilly. Je suis grand cycliste, je suis venu ici en vélo aujourd'hui, cette belle journée. Je suis homme blanc, 59 ans, grand, cheveux roux et je suis habillé aujourd'hui dans un veston bleu. Bonjour, je suis Benoît Gratton, conseiller d'arrondissement du district des Marchais-Crawford à Verdun. Je suis un homme de 50 ans, plutôt grand. J'ai des cheveux bruns qui tirent sur le blanc de plus en plus vite. Je porte un veston bleu et une chemise bleue plus pâle carottée. Merci. Bonjour, alors je me présente. Mon nom est Laura Palestini. Je suis conseillère de ville dans l'arrondissement de La Salle depuis 2005. Alors également, ça me fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je suis une femme blanche habillée avec un veston bleu marin et une camisole couleur ivoire. J'ai les cheveux aux épaules avec des mèches blondes. Merci beaucoup. Younes Boukala, je suis conseiller d'arrondissement à La Chine. Donc, je suis un jeune homme, cheveux noirs avec des lunettes. J'ai un veston gris et une chemise blanche. Je vous souhaite bonne séance. Merci beaucoup, chers collègues. Je tiens à souligner l'absence de Mme Mindy Pollack, qui est conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement d'Outremont, qui est membre de cette commission, qui a participé à nos travaux, malheureusement qui ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, mais qui m'a dit de vous dire qu'elle aurait vraiment aimé être parmi nous. Maintenant, j'aimerais souligner la présence de nos interprètes en langue des signes québécoise, donc Marie-Jacques Tremblay et Nadia Canuel. Merci d'être là. Je tiens aussi à souligner la présence des personnes ressources du service de l'urbanisme et de la mobilité qui nous ont accompagnés tout le long de cette démarche. Donc, nous avons Bartek Komorowski, chef d'équipe, conseiller en aménagement, Élise Saussure, ingénieure, et Sassen El-Feke, conseillère en aménagement. Donc, merci d'être avec nous cet après-midi. Quelques mots maintenant sur l'accessibilité, parce que c'était évidemment important pour nous que la consultation soit le plus accessible possible pour être conséquent, bien entendu. Donc, on a mis diverses mesures en place pour s'assurer que la consultation soit accessible. Donc, bien évidemment, le lieu dans lequel nous nous sommes réunis, qui est accessible pour les personnes à mobilité réduite, qui est doté d'un système d'aide à l'audition. J'ai salué la présence de nos interprètes. Donc, c'était dans le cadre d'un projet pilote où l'interprétation en LSQ était offerte de facto sans que personne ait en faire la demande. Puis, il y avait également la possibilité de faire une demande 5 jours à l'avance sous réserve de disponibilité d'interprète pour avoir de l'interprétation en American Sign Language. De plus, pour cet après-midi, sur votre bureau, vous avez un carton jaune que vous pouvez utiliser si vous avez besoin d'assistance à tout moment. Vous pouvez aussi tout simplement lever la main et quelqu'un de notre équipe pourra aller vous aider.
Également, on a un autre projet pilote. On aime bien avoir des projets pilotes. Donc, c'était la division de soutien aux commissions permanentes, au conseil consultatif et au bureau de la présidence du conseil, qui a offert tout au long de la consultation, à chaque fois qu'on s'est réunis ici, donc aujourd'hui aussi, un service d'accompagnement. Donc, entre le métro Champ-de-Mars et l'hôtel de ville où nous sommes aujourd'hui, l'édifice Lucien Saunier. Il y a un membre dans l'assistance qui applaudit cette initiative qui a été bien appréciée, je crois. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement pour votre retour, peut-être en métro cet après-midi, que vous ne saviez pas qu'il y avait un tel service, ne vous gênez pas de le mentionner tantôt, puis vous allez pouvoir vous prévaloir de ce service. Donc, la commission termine aujourd'hui le processus amorcé plus tôt cette année, qui a permis dans un premier temps de mieux comprendre les obstacles que les personnes handicapées, que les personnes aînées rencontrent lors de la traversée des rues. Dans un deuxième temps, cet exercice nous a permis de recueillir les opinions de Montréalais, Montréalaises sur ce qui pourrait être fait pour permettre une traversée des rues plus facile, confortable et sécuritaire, et également pour s'assurer d'un plus grand accès des personnes handicapées, des personnes aînées, aux aménagements et également aux projets qui favorisent la mobilité active. Je dois vous rappeler que tous les détails de cette consultation ont été diffusés au moyen d'avis publics parus dans 2 quotidiens montréalais, en français et en anglais, et qui sont disponibles sur le site Internet des commissions permanentes. Donc, cette consultation a également été publicisée par la diffusion sur, bien évidemment, nos médias sociaux. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitter et que vous ne suivez pas le compte des commissions permanentes, il n'est pas trop tard pour le faire. Puis, également par le biais de communiqués de presse qui ont été envoyés, par l'envoi aussi d'invitations personnalisées à plusieurs centaines de personnes et des groupes. Et tous les documents afférents à la consultation ont été rendus disponibles sur la page dédiée à la consultation Réalisons Montréal et pouvaient également être transmis par la poste sur demande. Donc, nous avons souhaité offrir plusieurs moyens pour que cette consultation soit accessible à toutes et à tous. Au total, je suis assez fière de dire que nous avons reçu 95 opinions par le biais du questionnaire en ligne. Nous avons également un outil Histoire où nous avons reçu 6 communications. Puis, nous avions également une carte interactive où les personnes pouvaient indiquer des lieux problématiques ou des bons aménagements. Puis, nous avons identifié par cette carte-là 103 lieux à Montréal. Lors des audiences publiques, nous avons eu 18 personnes qui sont venues présenter leur opinion oralement et nous avons également reçu 22 opinions écrites. Et enfin, la commission est allée à la rencontre de citoyennes et citoyens dans le cadre d'un atelier consultatif où 10 participantes et participants ont participé. Bref, je crois que nous pouvons dire que nous avons réussi à recueillir une diversité d'opinions, notamment en termes de genre, d'âge, d'appartenance et de type de limitation. Puis, moi et mes chers collègues commissaires, nous sommes ensuite réunis dans le cadre de 3 rencontres différentes pour analyser les opinions que nous avions reçues et également pour élaborer les recommandations. Donc, ce sont ces recommandations que nous vous présentons aujourd'hui et que nous allons adopter. Donc, maintenant, avant d'aller plus loin, nous devons passer à l'étape importante de l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais en faire la lecture. Donc, au point 1, on a l'ouverture, le mot de bienvenue. Au point 2, la lecture, adoption, projet d'ordre du jour. Au point 3, nous avons l'adoption des procès-verbaux. Mon téléphone sonne. Mais on l'entend pas. Je vais quand même le fermer. Donc, l'adoption des procès-verbaux des assemblées publiques du 18 janvier 2023, du 14 mars 2023, du 27 mars 2023 et du 29 mars 2023. Au point 4, la lecture des recommandations. Au point 5, l'adoption des recommandations. Et nous allons faire une petite pause pour ensuite passer à la période de questions et de commentaires du public.
au point 6. Et au point 7, la période de questions et de commentaires des commissaires. Et finalement, au point 8, la levée de l'Assemblée. Donc, voilà. Donc, je demanderai, est-ce qu'il y a une personne parmi l'équipe qui souhaiterait... En fait, je n'ai pas précisé, ça prend absolument une personne qui a assisté à toutes les séances que j'ai nommées. Donc, j'ai vu la main de Madame Palestini propose, et Monsieur Boukala aussi, je crois, avait proposé. Donc, appuie l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Donc, avant de poursuivre la lecture de recommandations, je veux juste refaire une certaine remise en contexte, même si j'ai l'impression que j'en fais plusieurs à plusieurs reprises quand je lis mon texte. Donc, l'objectif de la commission était en tenant une consultation sur cette question, était essentiellement de proposer une stratégie globale de déploiement des mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée de la rue et de réfléchir à une plus grande inclusion des personnes handicapées et des personnes aînées dans les projets qui favorisent la mobilité active. Donc, la consultation, en fait, a permis de constater, sans surprise, qu'il reste encore de nombreux obstacles dans notre ville. Et ces obstacles, ils limitent la capacité de nombreuses personnes à participer pleinement à la société. C'est pourquoi nous devons nous assurer que nos aménagements s'appuient sur des pratiques exemplaires en matière d'accessibilité universelle et que celle-ci soit bien connue par l'ensemble des personnes impliquées dans nos nombreux projets. Le temps de traverse, la visibilité, l'entretien des bateaux pavés et le marquage au sol sont notamment des préoccupations qui sont revenues fréquemment. La Commission est aussi bien consciente que les interactions entre une personne et son environnement sont influencées par de multiples facteurs, comme ses capacités, son âge, son genre. Donc, en d'autres mots, les obstacles présents dans notre ville n'ont pas les mêmes impacts sur tout le monde. Ça, je pense que c'est important de le noter. Les feux sonores, pour les gens qui ne sont pas encore initiés, ce sont des dispositifs qui permettent de traverser la rue de manière sécuritaire à l'aide de signaux sonores, ont aussi retenu l'attention des membres de la commission, étant donné les nombreux besoins énoncés par les personnes qui ont participé à notre consultation. Donc, comment mieux déployer et entretenir les feux sonores afin d'améliorer la mobilité et la sécurité des citoyennes et des citoyens qui en ont besoin? Telle est la question à laquelle nous avons tenté de répondre. Au-delà de la traversée des rues, le partage de la rue et les aménagements et projets qui favorisent la mobilité active ont été aussi des aspects qui sont ressortis fréquemment. Donc, une autre grande question, comment faire en sorte que l'ensemble de la population montréalaise puisse bénéficier des aménagements favorisant la mobilité active? Et enfin, le maintien de l'accessibilité universelle lors des travaux et durant notre cher hiver montréalais a également été une source de préoccupation importante pour la Commission. Donc, les recommandations ont été élaborées avec un souci de répondre le mieux possible à l'ensemble des besoins exprimés lors de la consultation. Ils étaient quand même nombreux, et de s'assurer que la Ville de Montréal soit en excellente position pour inclure l'accessibilité universelle dans l'aménagement des rues et dans les initiatives qui favorisent la mobilité active. Car l'accessibilité universelle, la lutte au changement climatique sont indissociables. Alors, nous y sommes enfin. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal en lisant la première recommandation, parce que dans un souci de dynamisme, également parce que c'est un travail collectif, chaque membre de la commission aura la chance de lire une ou plusieurs recommandations, mais je me suis quand même réservé le privilège de commencer la première. Donc ensuite, tous mes collègues, là, je vous demande d'être à l'affût avec vos papiers. Vous avez déjà vos recommandations de prête. Donc, je débute avec la première recommandation qui se lit ainsi. Que la Ville de Montréal alloue des ressources supplémentaires afin de consolider, au sein du service de l'urbanisme et de la mobilité, une équipe dédiée à l'accessibilité universelle
agissant comme un pôle d'expertise et de services conseil, ayant pour mandat A. De soutenir les unités d'affaires et les arrondissements dans leurs projets d'aménagement des rues et de mobilité active. B. De veiller au respect des normes et pratiques d'accessibilité universelle dans les projets sous sa responsabilité. C. De faire la recension des meilleures pratiques d'accessibilité universelle en urbanisme et mobilité. D. Assurer le développement de nouvelles normes et pratiques en collaboration avec des organismes de défense des droits des personnes handicapées et de personnes aînées et des milieux de la recherche et de la réadaptation. E. Mettre à jour le fascicule 5 du Guide d'aménagement durable des rues de Montréal sur les aménagements piétons universellement accessibles, en y intégrant notamment des normes sur l'éclairage des intersections, la hauteur des végétaux dans les saillies de trottoirs. Et F. De développer des outils, des formations, des activités de transfert de connaissances. Et finalement, G. De produire un bilan annuel sur les travaux réalisés par l'équipe. Et maintenant, pour la recommandation 2, je cède la parole à mon collègue, notre vice-président. La Commission sur le transport et les travaux publics recommande la résolution 2 que les guides d'aménagement et les bonnes pratiques en matière d'aménagement accessible universellement soient diffusés aux arrondissements et aux diverses parties prenantes tout en étant disponibles en ligne. Vous pouvez suivre selon l'ordre, M. Mikoui. Merci. La recommandation numéro 3, que la Ville de Montréal préconise lors des travaux d'aménagement et de réfection des intersections, la mise en place d'intersections surélevées, de passages piétons surélevés ou de trottoirs traversants, en s'assurant que ces aménagements respectent les normes et les meilleures pratiques en matière d'accessibilité universelle. La Commission sur le transport et les travaux publics recommande que l'installation de plaques podotactiles soit accélérée en priorisant les intersections des secteurs achalandés et celles où la demande le justifie. La Commission sur les transports et les travaux publics recommande également que la Ville de Montréal évalue la possibilité d'augmenter les temps des traverses pour les piétons aux intersections à proximité des pôles générateurs de déplacement et aux grandes intersections, tout en privilégiant une équité territoriale. La Commission sur le transport et les travaux publics recommande, résolution numéro 6, que la Ville de Montréal privilégie l'aménagement d'îlots de refuge universellement accessibles aux intersections plus longues ou plus complexes à traverser. Avant de lire la recommandation 7, j'aimerais juste m'assurer que le rythme est bon pour nos interprètes. C'est bon, super. Donc, on continue avec la recommandation 7, que la Ville de Montréal, en collaboration avec les arrondissements, s'assure que les nouvelles plaques odonymiques installées soient plus visibles et lisibles. Ici, je me permettrais de juste dire qu'est-ce que c'est qu'une plaque odonymique. C'est les plaques aux intersections des rues où on voit le nom de la rue. Comme recommandation 8, nous recommandons que les efforts en matière de recherche et de développement se poursuivent afin que le marquage au sol soit visible tout au long de l'année. Et pour la recommandation numéro 9, que l'entretien, les réparations et le marquage des traverses piétonnes soient traités de façon prioritaire. Recommandation numéro 10, que de la formation soit donnée aux membres de l'escouade mobilité afin que l'accessibilité universelle fasse l'objet d'une surveillance accrue. La recommandation 11, que la Ville de Montréal déploie, en collaboration avec les centres de réadaptation en déficience visuelle et les organismes montréalais de défense des droits des personnes ayant une déficience visuelle, une stratégie d'implantation et d'entretien des feux sonores permettant à d'identifier des intersections où installer des feux sonores et de se fixer de cibles annuelles en termes d'installation. B.
d'évaluer, lors de l'élaboration d'un projet d'aménagement de rue ou de piétonisation, la pertinence d'installer des feux sonores et d'en prévoir l'implantation. C. De réduire au maximum les délais d'installation. D. D'instaurer un processus de demande et de suivi facilement accessible pour les personnes ayant fait des demandes d'installation ou de réparation de feux sonores. Et E. De se doter d'un outil accessible au grand public afin de connaître l'état de fonctionnement des feux sonores en temps réel. La recommandation numéro 12, que la Ville de Montréal fasse la recension de bonnes pratiques favorisant la mobilité active des personnes aînées ou handicapées afin d'offrir à la population montréalaise de l'accompagnement et des outils de mobilité partagée adaptés. La recommandation numéro 13, qu'un guide d'aménagement pour l'accessibilité des rues piétonnes soit développé en collaboration avec les milieux de la recherche, les centres de réadaptation et les organismes de défense des droits des personnes handicapées et des personnes aînées. Maintenant, la recommandation 14, que la Ville de Montréal inclue des personnes aînées et des personnes handicapées dans ses annonces et campagnes de sensibilisation au partage de la rue et de promotion de la mobilité active, notamment en encourageant l'utilisation des pistes cyclables par des personnes utilisant des aides à la mobilité motorisée et des fauteuils roulants. La recommandation numéro 15, que des lignes directrices soient émises en matière d'accessibilité universelle pour les aménagements cyclables évolutifs, transitoires et permanents. La recommandation 16, que la Ville de Montréal installe des feux sonores aux intersections du réseau Express Vélo, le REV, et de celles des voies cyclables, des voies et des pistes cyclables présentes sur le réseau artériel. La recommandation 17, que l'escouade chantier, dans le volet surveillance associé à son mandat, s'assure que les normes d'accessibilité universelle soient respectées, particulièrement quant à la circulation des piétons aux abords des chantiers. La recommandation 18, que la Ville et les arrondissements fassent preuve d'exemplarité en matière d'accessibilité universelle lors de la réalisation de travaux sous leur responsabilité. Donc, pour la recommandation 19, qu'une personne détenant une expertise en accessibilité universelle siège sur le comité permanent sur le déneigement de la Ville de Montréal. Et finalement, la recommandation 20, qui est la dernière, je me suis aussi réservé le privilège de lire la dernière. Donc, que les normes opérationnelles associées à la politique de déneigement et leur mise en œuvre soient revues afin de A. Que l'accessibilité universelle soit un acte prioritaire des normes en matière de déneigement. B. Que les principes d'accessibilité universelle, notamment le parcours sans obstacle, soient respectés lors des opérations de déblaiement, d'épandage et d'enlèvement de la neige. C. Que les débarcadères d'écoles, les zones de stationnement et les débarcadères pour personnes à mobilité réduite soient convenablement dégagés pendant les opérations de déblaiement. D. Que la zone entourant les poteaux munis d'un bouton d'appel de feu piéton et de feu sonore fasse l'objet d'une attention particulière lors des opérations de déblaiement et d'enlèvement de la neige. Et E. Que de la formation soit donnée au personnel des travaux publics en arrondissement afin d'intégrer les principes d'accessibilité universelle aux pratiques de déneigement. Donc, c'est ce qui conclut la lecture des 20 recommandations et c'est ce qui nous mène à l'étape importante de les adopter. Alors, je demande à une personne de la commission de proposer cette adoption, puis on a une personne qui a levé la main pour de l'aide à la Je propose. Donc, Mme Pelestini propose l'adoption de ces recommandations. Okay. Donc, M. McQueen appuie. Super. Donc, cette étape importante est faite. Maintenant, nous allons prendre une petite pause pour vous laisser le temps de digérer le tout,
parce que c'est peut-être pas tout le monde qui avait eu le temps, en fait, de les lire avant. Donc, on va se donner un 10-15 minutes pour prendre la pause. Ça vous donne la chance de réfléchir si vous avez des questions. Donc, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour la suite. Merci.
Questions du public. Donc, les questions qui s'adressent aux membres de la commission devant vous. Donc, je vais inviter les personnes. On n'a pas de questions qui nous ont été transmises en ligne. Donc, ce sont vraiment les personnes qui sont en présence avec nous. Nous avons 5 personnes inscrites. Donc, je vais inviter les personnes par ordre d'inscription. Et puis, je vais vous nommer. Vous pourrez appuyer sur le bouton de votre pupitre ou encore lever la main si vous avez besoin d'assistance ou de toute autre façon. Je vous demanderai de limiter vos interventions à 2 minutes par souci d'égalité entre toutes et tous. Donc voilà, donc j'invite la première personne à prendre la parole, Jean Duval. À vous la parole. Oui, bonjour Madame la Présidente. Je vais peut-être faire rire un peu le monde, hein, puis dilater un petit peu l'atmosphère. On m'a dit que j'avais participé à une des recommandations. J'étais bien content, mais à la lecture, les considérants, je pensais que j'avais un problème de justice. C'est que je ne sais pas laquelle j'ai participé à l'élaboration d'une recommandation. Je sais que j'ai parlé de pictogrammes au coin des rues où il y avait beaucoup de cyclistes, de vélos, pour qu'ils partagent la route, pour qu'ils fassent leurs arrêts obligatoires, puis ça, 90% ne le font pas. Mais je ne trouve pas la recommandation. Je vous le dis en passant. Je sais lire et écrire, mais je ne suis pas capable de la retrouver dans les recommandations. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous pouvez m'aider pour me dire laquelle serait appropriée pour indiquer aux vélistes, aux cyclistes plutôt, de laisser le passage, du moins de laisser les gens âgés traverser sans qu'ils risquent de se faire frapper? Merci, M. Duval, pour votre question. Donc, je comprends bien une personne qui vous a dit qu'il y avait une recommandation qui venait de vous. En fait, ce qui peut s'y rapprocher le plus, là, c'est notre recommandation sur les campagnes. Là, j'essaie de le trouver en même temps que je vous parle, là, mais sur la sensibilisation, promotion de la meilleure cohabitation. Donc, on n'a pas une recommandation précise sur les panneaux, le respect des panneaux d'arrêt par les cyclistes, mais on a une recommandation sur l'importance d'une cohabitation. Et M. Machado souhaite... Oui, pour vous guider, on parle bien de la recommandation 14. Merci. C'est tout, j'ai terminé. Oui, merci beaucoup, M. Machado, pour avoir pris la balle au bon, la passe. Donc, de l'importance là, dans les annonces, dans les campagnes de sensibilisation, partage de la rue, d'inclure toutes les personnes. Puis c'est dans les considérants aussi. Puis dans notre rapport aussi, c'est quelque chose qu'on va mentionner, donc l'importance de respecter tous les usagers de la rue. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'invite Yvon Provencher à poser sa question. Votre question. Bonjour Madame la Présidente. Yvon Provencher du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. 2 minutes, c'est très très court, donc je vais faire ça rapide, mais je terminerai avec ma question. D'abord, l'ensemble des recommandations semble intéressant. Dans certains cas, il faut quand même les découper dans leurs différents volets. Il y a certains volets qui sont plus intéressants que d'autres. Je pense notamment à la recommandation 11 où on demande à la Ville de se fixer des cibles d'installation de feux sonores par année. Ça, c'est un progrès. Je pense à la recommandation 20 où on parle de s'assurer, entre autres, que les boutons où sont installés des feux sonores soient nettoyés correctement, puis qu'on porte une attention particulière. Je pense aussi à la même recommandation où on recommande qu'il y ait une personne qui a de l'expertise en accessibilité universelle qui siège sur le comité permanent pour le déneigement. Il y en a d'autres, là, mais ça, ce sont certains aspects intéressants. Ce qui me frappe, par contre, c'est l'absence de recommandations sur l'adoption de mécanismes pour s'assurer que les recommandations qui sont là soient mises en œuvre pour vrai. Je vous donne un exemple. Il y en a d'autres, là.
mais je vais vous parler de la recommandation 18. Il dit les arrondissements doivent faire preuve d'exemplarité. Fort bien, on ne peut pas être contre ça, mais comment on fait ça? Et là, il n'y a nulle part dans les recommandations, ou à peu près, là, je pense à une exception près, où on parle de donner les moyens, les ressources financières, humaines, et aussi les mécanismes, je dirais, réglementaires, à défaut de trouver un meilleur terme, là, sur s'assurer que ces recommandations-là sont mises en œuvre. Je vous donne un exemple très concret. On dit l'escouade de mobilité va être sensibilisée à la question du respect des normes d'accessibilité universelle. Fort bien. Qu'est-ce qui arrive s'ils constatent un défaut? Et ça, il y a plein d'exemples comme ça dans les recommandations où c'est ce bout-là pour moi qui manque. Et ma question, c'est pourquoi la Commission a choisi de ne pas inclure des recommandations sur l'adoption de mécanismes la seule façon que je trouve de le dire, là, c'est des mécanismes pour s'assurer que quand il y a des défauts au respect des normes, qu'il y ait des recours, qu'il y ait des sanctions à la limite, qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour corriger les problèmes. Alors, je vous donne un dernier exemple. Là. Dans la recommandation 11, on nous dit au C qu'il faut réduire au maximum les délais d'installation et de réparation. Fort bien. Sur le plan des réparations à Montréal, il y a 9 arrondissements qui sont traités par une équipe. Je pense qu'ils sont 2 ou 3 personnes pour faire le travail. Alors, il va falloir prévoir dans la mise en œuvre les moyens pour que ces recommandations-là soient mises en œuvre. Et là, j'arrive avec ma question. Pourquoi les membres de la Commission ont choisi de ne pas intégrer l'adoption de mécanismes, je vais dire réglementaires, là, mais aussi l'adoption des ressources financières et humaines pour que les recommandations soient mises en œuvre? Merci beaucoup pour votre question. Merci pour ce résumé aussi des bons coups, mais également de vos préoccupations. Bien honnêtement, il n'y a pas eu une décision de ne pas faire ça. Je pense qu'on a misé beaucoup sur notre première recommandation d'allouer des ressources supplémentaires. Je peux également parler, par exemple, de la recommandation sur les feux sonores, où on parle d'élaborer une stratégie d'implantation. Je comprends qu'il n'y a pas les mécanismes de suivi que vous souhaitiez, mais en même temps, ça vient aussi, je pense, d'un respect de l'expertise des groupes qui, parfois, bien honnêtement, on n'a pas voulu faire des recommandations qui allaient au-delà de nos connaissances à nous, là. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. On a un rapport à écrire également. Donc, aujourd'hui, on a fait la lecture des recommandations. La plupart d'entre vous avez lu aussi les considérants. Dans certains considérants, on est venu mettre des choses aussi, puis on aura le rapport également. Donc, peut-être que dans le rapport, on pourra trouver une façon de mettre votre préoccupation en évidence, là. Mais je l'entends bien. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? Cher collègue, M. Boucala? Bien, rapidement, en fait, effectivement, comme vous l'avez mentionné, Mme la Présidente, puis également les recommandations, puisque la Commission est une instance consultative, où est-ce qu'on fait des recommandations aux personnes sur le comité exécutif, et le comité exécutif a par la suite 6 mois à peu près pour répondre donc aux recommandations, mais l'objectif, c'était pas de sous-financer ou de... Dans le fond, on croit aux recommandations qui ont été mises de l'avant, mais il faut aussi se permettre une marge de manœuvre pour que la journée, dans 6 mois, quand on va avoir la réponse du comité exécutif, bien, on va pouvoir mieux les talonner. Donc, voilà, c'était un petit complément. Bien, merci pour ce petit complément. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais ça, c'est l'autre étape qui est assez importante. Donc, c'est sûr qu'une chose qui nous a préoccupés particulièrement, c'est d'avoir des recommandations les plus structurantes possibles, et on souhaite avoir une réponse, évidemment, du comité exécutif dans les 6 prochains mois. Donc, on a donné, je pense, plusieurs bonnes idées, certainement pas parfaites. C'est un vaste sujet, mais j'ai confiance qu'on va pouvoir le porter. Puis, je pense aussi que les groupes peuvent également continuer l'excellent travail qu'ils font
de revendication des droits des personnes aînées et handicapées. Donc, merci. Je poursuis avec M. Yves-Marie Lefebvre. Est-ce que vous avez besoin d'assistance pour le micro? Bon, ça fonctionne. OK, voilà. Oui. Merci, Madame la Présidente, les conseillers, les commissaires. Ma question, mes préoccupations rejoignent celles de M. Provencher. D'abord, je voudrais remercier la Commission du travail ou de toutes les équipes. C'est la première fois que je participe à ce genre de truc-là et j'avoue que je suis content, satisfait du diagnostic qui est fait. Il est beaucoup plus... il y a un pas qui est en avant. C'est en bonne direction. Ma préoccupation, c'est l'imputabilité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après? Qui va être responsable de quoi? Qui va faire être redevable de la reddition des comptes? Ça me préoccupe. Je suis ravi qu'il y ait une stratégie d'implantation pour les feux sonores. Il y a une équipe qui est proposée, mais tous ceux qui étaient dans les comités de feux sonores ont dénoncé une inertie, l'inaction. Oui, je trouve ça intéressant qu'il y ait une recommandation, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe si c'était inertie? On va se retrouver encore dans quelques années dans la même situation qu'on en était aujourd'hui. Il faudrait avancer. Comme la recommandation numéro 12, que je trouve super intéressante, mais vous revendiquez une recension des meilleures pratiques en mobilité et des outils adaptés. Oui, mais c'est qui va être responsable du rapport? Une fois qu'on va avoir la recension, quelles sont les prochaines étapes? C'est un peu ça qui sont ma préoccupation. Je sais qu'en Ontario, il y a un conseil consultatif sur l'accessibilité. C'est sûr que c'est une loi provinciale qui impose ça aux municipalités. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça aussi au Québec? Je le souhaite, mais Montréal peut prendre l'initiative d'en faire un comité consultatif qui est redevable au conseil municipal et qui est composé autant de conseillers. Comme on a fait aujourd'hui, la commission, il y a des conseillers, il y a des représentants élus, il y a des membres des citoyens, il y a des représentants d'organismes, et on a développé des outils, des recommandations que je trouve fort intéressantes. Il faudrait continuer dans cette veine-là. Et le conseil consultatif aussi, il peut y avoir des groupes de travail, spécifiquement comme les feux piétons, les feux sonores, et il peut y avoir des citoyens qui y participent. Il faudrait que ça soit pris en compte. C'est sûr que c'est un dossier qui est large, mais si les recommandations, ça va prendre la chair autour de l'os. Voilà. Mais je suis satisfait du travail, mais je suis inquiet de l'imputabilité, la reddition de comptes. Merci beaucoup pour votre question, votre commentaire, votre participation à nos travaux. Je vais un petit peu répéter ce que mon collègue Boucala a dit quand il a expliqué que c'est le comité exécutif qui va s'assurer de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Et ensuite, le comité exécutif est responsable de mandater les services ou les équipes appropriées. Notre recommandation 1 propose notamment de bonifier les ressources au sein d'une équipe qui est très, très importante au niveau de l'aménagement de la mobilité, soit le service de l'urbanisme et de la mobilité, le SUM. Donc, je pense que c'est une recommandation porteuse de mieux outiller nos services afin de les porter, mais je l'entends et vous êtes la deuxième personne à manifester cette inquiétude de comment est-ce que tout ça va se mettre en marche. Dans une perspective plus large, il y a également des travaux qui sont en cours au niveau du chantier en accessibilité universelle, donc on a peut-être une partie de la réponse qui se trouve à cet endroit aussi. Donc voilà. Maintenant Jean-Paul Lahaye. À vous la parole. Bonjour aux membres de la commission. On vous remercie beaucoup. La QDR Annecy-Saint-Laurent est globalement satisfait de ce rapport-là. Et puis, on trouve qu'il est très bien fait. Il retient pas mal la grande majorité des recommandations qu'on a faites. On est bien content de ça.
Maintenant, il y a des petites choses là, comme qui a passé à la trappe, comme on peut dire. On avait demandé une campagne de sensibilisation pour les piétons, pour augmenter leur visibilité. On sait que les automobiles plutôt, sont visibles. On sait que les vélos, on oblige la visibilité. Mais les piétons, qui sont les plus vulnérables, en particulier les aînés, on aurait peut-être besoin de se faire signaliser qu'on a besoin de visibilité. Parce que des fois, il y a certains passages pour piétons le soir. Ça aiderait que les piétons aient quelque chose, des vêtements plus visibles, plus clairs. Des fois, ça pose problème. Alors ça, c'est une des choses qu'on n'a pas vues puis qui coûterait peut-être pas trop cher. Maintenant, on est un petit peu d'accord avec les autres intervenants qui ont parlé au niveau des échéances, des recommandations. Évidemment, on sait que de toute façon, ça concerne un paquet de services à la Ville de Montréal. Ce n'est pas uniquement un département qui est interpellé dans cette histoire-là. Alors, c'est évident qu'on sait que ça va être inégal dans la façon de l'appliquer, mais on pense que l'exécutif de la Ville de Montréal va être capable suffisamment d'impact sur les opérations de la Ville pour pouvoir atteindre les recommandations du rapport. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être juste pour préciser, quand vous parlez de visibilité, c'est vraiment au niveau de faire la promotion des piétons de eux-mêmes, être plus visibles? Oui, effectivement. Une campagne parce que on veut que les vélos aient des feux réglementaires, c'est la loi, mais les piétons, ils se promènent, puis il y en a qui sont habillés en noir de la tête aux pieds. Là, fait que ils arrivent, il y a des intersections qui ne sont pas très éclairées. Fait que des fois, les piétons, ils pourraient s'aider eux-mêmes aussi là-dessus. Là. Il y a une question de responsabilisation et de conscientisation là-dedans. Ce serait important. En tout cas, on le pense à l'EQDR. Merci beaucoup pour votre commentaire. C'est sûr que nous, on s'est penché surtout sur les aménagements. Donc, au niveau des éclairages, pour éviter de réduire que le fardeau, justement, repose sur les individus qui sont vulnérables de plein de façons. Mais j'entends bien votre commentaire et votre question. Merci beaucoup. Merci. Et est-ce que... Non, j'entendais des petits bruits, mais... Parfait. Donc, et finalement, François Marquis. À vous la parole. Bonjour, Madame la Présidente. Moi, je suis de l'EQDR à Ontic-Saint-Laurent aussi. Je trouve effectivement que vous avez fait un beau travail de synthèse de nos discussions de la dernière fois. Il y a une chose, cependant, que j'avais soumis à la réflexion du comité et que je ne retrouve pas dans votre rapport. C'était la possibilité de mettre les arrêts d'autobus de l'autre côté des lumières rouges plutôt que juste avant, de façon à éviter l'espèce de rage des automobilistes là, qui se précipitent au feu vert pour bloquer tout l'espace disponible et puis ensuite l'autobus qui attend que la lumière change pour repartir, puis qui attend que la deuxième lumière change pour se mettre finalement en mouvement. Alors, si on fait une analyse de ça, ça finit par être un ralentissement du rendement de l'autobus dans son circuit de transport. Et puis aussi, ça donne une priorité de l'auto sur les autres moyens de transport qui ne me paraît pas justifiée, parce que l'autobus... Dans une ville qui est proche des gens, doit être un instrument privilégié aussi. Alors, je voulais savoir si vous est possible de considérer ça. Merci pour votre question. Au niveau des recommandations en tant que telles, non, dans le sens où on vient de les adopter. Toutefois, puis aussi un élément important, c'est sûr que nous, on a été sur une espèce de fine ligne entre réseau vraiment piéton, transport en commun. Des fois, on a eu envie de plonger dans le transport en commun parce que tout est tellement relié. Donc, on a eu certains choix un petit peu
déchirant à faire, là. Pour ceux qui me connaissent moi, je suis passionnée par ce sujet, là. Donc, c'est ce qui peut expliquer en partie. Toutefois, on a quand même mentionné parfois le parcours piéton aux arrêts d'autobus. Je sais, malheureusement, là, cet après-midi, nos experts dans la salle, ce ne sont pas eux qui répondent à vos questions, mais je crois que dans les meilleures pratiques d'aménagement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, comment est-ce qu'on aménage les arrêts d'autobus autrement pour que ce soit plus accessible et que ce soit un gain. Donc, je crois quand même que les services de la mobilité déjà sur cette voie-là. Mais je vous remercie. C'est ce qui conclut la période de questions. Je vous remercie d'y avoir participé. Comme je le mentionnais, c'est intéressant pour nous, pour nos travaux, même si on a adopté nos recommandations aujourd'hui. Il nous reste notre rapport à rédiger. Donc, je retourne à mes notes pour ne pas perdre le cap. C'est ce qui nous mène à la période de questions des commissaires. Donc, s'il y a des commissaires qui souhaitent intervenir, en fait, j'ai dit une période de questions, période de commentaires. Ne posez pas de questions à la présidente en ce moment, s'il vous plaît. Donc, période de commentaires suite aux travaux qu'on a fait ensemble et je vous invite à la même rigueur que les personnes dans l'audience, donc à vous limiter à 2 minutes. Donc, je vois que M. Boucala est déjà prêt, donc je vous invite à prendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je tenais rapidement à remercier tous les intervenants, les intervenantes de vous avoir mobilisés dans le cadre de cette grande consultation justement sur les mesures d'accessibilité universelle. Donc, ça a été beaucoup pour, je parle également au nom de peut-être d'autres commissaires, mais on a appris beaucoup. Et puis, c'est grâce à votre input qu'on a pu, excusez-moi l'anglicisme, c'est grâce à votre apport qu'on a pu produire les recommandations. Donc, merci. Et puis, ça a été très enrichissant pour ma part. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, Mme Palestini? Oui, alors également de ma part, merci aux collaborateurs. Non seulement nous avons fait notre part d'exercice de vous écouter, et vous nous écoutez aujourd'hui, et on remercie au niveau de la direction et au niveau aussi de Mme Heinz qui a fait quand même plusieurs journées et nombreuses heures avec nous. Alors, un travail exemplaire de sa part aussi. Et merci à mes collègues commissaires de votre implication et votre dévouement à cette commission et aussi l'excellent travail de notre présidente. Merci beaucoup. Une autre personne, M. Machado. Également, je voudrais remercier nos chères citoyennes qui se sont présentées plusieurs fois ici pour partager vos idées avec nous. Spécialement, je voudrais remercier M. Lefebvre qui nous a fait une sortie de terrain il y a quelques semaines. Ça a été très enrichissant pour moi. Pour nous, en fait, on était plusieurs. Puis en fait, plusieurs des recommandations que nous avons faites aujourd'hui viennent précisément de cette sortie de terrain parce qu'on l'a vécu personnellement avec vous. Fait que merci à tous et à toutes pour votre travail aussi. Merci. Avec le micro. Je voudrais ce rapport sera déposé aux membres du comité exécutif, mais j'aimerais que les questions qui ont été posées aujourd'hui, qui sont des questions relativement au comité exécutif, qu'on puisse leur donner les questions qui ont été posées pour qu'il en soit, qu'ils puissent avoir une pensée pour répondre à ces questions-là pour que le projet que ce projet-là soit encore plus ambitieux que nous l'avons pensé. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que ça fait le tour des tours de parole. Merci. Merci pour vos commentaires et vos bons mots, chers collègues. Donc, à mon tour, maintenant, avant de lever de l'Assemblée, de vous remercier, chers citoyens et citoyennes, tous les organismes également qui ont investi du temps dans cette consultation. Je sais que votre temps est précieux. Donc, vraiment, merci d'avoir alimenté la réflexion au long du processus et encore aujourd'hui. Je tiens aussi à saluer la précieuse collaboration des équipes des personnes ressources, du service de l'urbanisme et de la mobilité dans l'étude de ce dossier, des personnes intéressées, motivées par les enjeux d'accessibilité universelle. Donc, Bartek Komorowski, Élise Cecir, Sassen El Faki, merci beaucoup.
Je remercie mes collègues commissaires pour leur assiduité, leur écoute, leur ouverture tout au long de la réalisation de ce mandat. Pour plusieurs d'entre nous, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontrait, donc c'est ce qui est le fun aussi des commissions, de pouvoir rencontrer des collègues de d'autres arrondissements qu'on n'aurait pas la chance de rencontrer autrement, donc c'est un plaisir. Et ce n'est pas notre dernier rendez-vous parce que la commission va poursuivre ses travaux au cours des prochaines années. Donc, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et je vous informe évidemment que nos recommandations qui ont été adoptées aujourd'hui sont disponibles en ligne sur le site consacré à la consultation. Et je remarque, bien évidemment, vu que mes notes sont faites par mes chers collègues qui ne se vantent jamais, donc Madame Hens, Madame Côté-Duhon, merci beaucoup pour votre travail tout au long du processus. C'est important, Madame Palestini l'a mentionné, mais moi, je ne le savais pas avant de faire ce travail-là. Ce sont vraiment des personnes dont leur cerveau est absolument essentiel. Puis je peux vous dire qu'il y a eu du travail qui a été fait pendant des dimanches, la fin de semaine des fois. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, je l'ai dit. Donc, nos recommandations qui sont disponibles en ligne, le rapport de la commission, lui, va être déposé ici au comité, au conseil municipal en juin prochain. Donc, ce ne sera pas moi qui sera là pour le faire, parce que je suis conseillère d'arrondissement, je ne siège pas au conseil municipal, donc ce sera une autre personne, et ensuite, bien, il va appartenir au comité exécutif d'accorder dans un délai de maximal 6 mois d'y répondre, donc donner suite à ces recommandations-là de la manière qu'il juge appropriée. Je crois que le message des personnes dans la salle est assez clair à cet égard. Donc, je demande maintenant à un ou une collègue de proposer la levée de cette assemblée. Madame Palestini propose et Monsieur Bissonnette appuie. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi, puis au plaisir de continuer les échanges et la collaboration.